Congolais loko na ngina yebisa yo atako butu eleki molai tongo ekosuka kaka na kotsana mokolo tongo ekotsana tokosepela lokola basusu. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir comme vous voulez. C'est toujours votre émission Dossier de la République. L'émission Dossier de la République, c'est une émission qui parle des faits de la société congolaise, de la diplomatie, des élections et tout ce qui se passe dans la nation congolaise. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité, c'est M. Omer Mouswanza. M. Omer Mouswanza, il va lui-même se présenter devant vous pour qu'il puisse un peu discuter ensemble par rapport à l'actualité de notre pays. Bonjour, M. Omer Mouswanza. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, vous pouvez présenter votre profil. Qui est M. Omer Mouswanza? Que fait M. Omer Mouswanza? Omer Mouswanza n'est autre qu'un acteur politique. Je suis président national de la Convention des Congolais Unis, CCU. Voilà tout. Ok, Omer Mouswanza, président d'un parti politique, membre de la majorité présidentielle. Exact. Exactement. Ok. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, et c'est maintenant que nous allons introduire notre émission avec M. Omer Mouswanza. Premièrement, nous voulons parler aussi des élections. M. Omer Mouswanza, quel est le climat politique en RDC par rapport aux élections? Par rapport aux élections, le climat politique, c'est comme vous suivez. Contradiction sur contradiction, désaccord sur désaccord, et c'est ça, ce qui caractérise actuellement le climat politique de la RDC. Ok. Est-ce que pourrons-nous parler vraiment de la machine à voter? Est-ce que la machine à voter est prévue dans la Constitution, dans la loi électorale, dans le calendrier, ou bien la machine à voter, c'est la majorité présidentielle qui va imposer à la population? Non, la machine à voter, c'est une innovation. Une innovation qui s'introduit compte tenu de circonstances, de certaines circonstances du moment. Vous savez, il a été demandé qu'on puisse voir, étudier, envisager tous les moyens qui peuvent arriver à économiser le financement des élections. Et c'est dans ces cadres que on nous a apporté la machine à voter par la CNI, la proposition de la machine à voter par la CNI. Ah, ok. Monsieur le Président, pourquoi la machine à voter est toujours et seulement favorable pour la majorité présidentielle qui est l'opposition? Ça, c'est ce que les uns disent. Non, la machine à voter n'est pas favorable tout simplement à la majorité présidentielle. C'est-à-dire que la majorité présidentielle essaie de voir les avantages que présentent ces machines à voter. Les avantages présentés par cette machine à voter. Et puis, ce n'est pas seulement la majorité présidentielle. Il faut se dire qu'il y a aussi une partie de l'opposition qui est pour en fait cette machine à voter. C'est-à-dire que c'est un peu sortir des sentiments. L'objectivité, c'est quoi? C'est est-ce que la machine apporte des avantages? Est-ce que ça innove? Est-ce que ça arrange? C'est ça. Alors, mais le grand problème, c'est quoi? Lorsque, dans notre pays, on a constaté, lorsque l'opposition dit oui, c'est comme si la majorité dira non. Et quand la majorité dit non, donc l'opposition doit dire oui. Vous voyez, ce sont des vérités qui ne trompent pas et c'est cela qui met un peu mal à l'aise la politique congolaise. Et là, ça devient comme si une tradition par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et est-ce que vous pouvez nous montrer les avantages de la machine à voter? Oui, je peux vous montrer les avantages. Je dis ceci.
nous avons tous vécu l'expérience 2006, les élections 2006. Nous avons vécu l'expérience 2011 et maintenant pour 2018, eh bien, on nous propose la machine à voter. Nous avons eu à faire de débats, nous avons eu à visiter la CNI, nous avons eu à être dans des séances de démonstration, à discuter également avec les experts de la CNI. Écoute, je crois, notre conclusion a été que la machine à voter est une innovation et qui fait un plus. C'est-à-dire quoi? Il y a 3 éléments qu'il faut retenir. Il y a d'abord l'élément économie d'argent. Vous comprenez? Il y a cet élément économie d'argent, en ce sens que ça permet à la République d'économiser l'argent, parce que les élections pour un pays comme à la dimension des continents, comme le nôtre, eh bien, il faut mobiliser beaucoup d'argent. Il y a ces facteurs économiques. Il y a également par rapport à 2016 et 2011, 2006, il y a également ce que cela apporte comme ça diminue un peu la paperasse. Beaucoup de cartons de papier pour rien. Comme en 2006, en 2011, vraiment, il y avait beaucoup de cartons de papier, beaucoup, et c'est de l'argent. Mais la machine essaie un peu de diminuer en termes de coût de papier, en termes de quantité de papier, et ça diminue un peu, disons, cette paperasse. Et quand on diminue cette paperasse, ça voudrait dire que, messieurs les journalistes, ça facilite également le déploiement. Vous comprenez? Ça facilite le déploiement sur terrain. Au lieu d'aller avec des cartons, ça mobilise beaucoup d'avions, ça mobilise de véhicules et de toutes sortes de ressources matérielles. Donc avec la machine à voter, eh bien, la paperasse est vraiment moindre. Alors, il y a également la rapidité, parce que lorsqu'on recourt à la machine, eh bien, nous gagnons en termes de rapidité. Vous savez, 45 millions, 50, 60 millions d'électeurs. Et lorsque on fait recours à cette machine, ça veut dire que la rapidité est là. D'ailleurs, l'outil informatique, c'est pour faciliter le travail fastidieux de l'homme. Vous comprenez ça? Alors, lorsqu'on fait recours à cette machine, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à la rapidité. Les résultats des élections seront vite faits. Donc, au lieu d'attendre des jours, eh bien, on va avoir les résultats dans l'immédiat qui suivent. Vous venez de parler de la rapidité, le déploiement et tout comme ça, l'économie aussi. L'économie, je vois bien. Mais en 2006, on était parti avec la vote traditionnelle. Et après, on a créé la tricherie. Et en 2011, la même chose, la vote traditionnelle, on a créé la tricherie. Et maintenant, là, nous sommes avec la machine à voter. Les gens commencent déjà. Les uns disent la machine à voter, les autres disent la machine à voler, les autres parlent de la machine à tricher. Maintenant, vous parlez de la rapidité, l'imprimante, tout ça. Maintenant, quelle est l'analyse que vous allez faire par rapport à ça? Quelle analyse faites-vous? Expliquez-nous d'abord. Vous, dans votre camp, la majorité présidentielle, vous êtes d'accord depuis la CENI a commencé. Ça fait partie de la majorité présidentielle ou bien comment? La machine à voter, la machine à voter. Je dis ceci, ce n'est pas de la machine à tricher, c'est une machine à voter. Mais les grands problèmes, c'est quoi? Les grands problèmes, c'est qu'il y a manque de confiance des uns vers les autres. Donc l'opposition ne fait pas confiance à la majorité. La majorité, même ment, mais avec doute. Mais c'est surtout l'opposition qui ne fait vraiment pas confiance à ce qui se fait. Okay, l'opposition rejette la CENI, l'opposition rejette tout. Alors, donc, allez-y comprendre. Donc, tout ce qui est bien, tout ce qui est proposé, que ce soit dans le bon sens,
mais c'est toujours mal vu. C'est pourquoi moi personnellement, j'ai toujours dit que les élections sont déjà contestées avant même que les élections ne commencent. Je peux vous interrompre un peu, monsieur le président. Vous venez de parler de la confiance. L'opposition n'a pas la confiance à la majorité présidentielle, et également la majorité présidentielle n'a pas la confiance à l'opposition. Est-ce que l'opposition doit avoir la confiance à la majorité présidentielle ou bien à la CENI? Mais je crois que d'abord, l'opposition est opposition, Oui. la majorité est la majorité. Ce sont deux partis qui cherchent à gérer le pouvoir Oui. ou qui sont au pouvoir. Eh bien, la CENI a été composée de quelle façon? Je crois bien que la CENI, dès le départ, si je suis bien la politique congolaise, la CENI a été composée et il y a des gens de l'opposition dedans, comme il y a des gens, la majorité, de la société civile. Ben, écoute, lorsque il y a un pouvoir qui gère, on prend l'opposition, on met l'opposition, disons, on met la CENI en contact avec le Parlement, la CENI en relation des collaborations avec le ministère de l'Intérieur. Eh bien, lorsque le ministère de l'Intérieur fait partie du gouvernement, lorsque le Parlement, c'est un Parlement du pouvoir, dont la majorité du pouvoir, vous attendez à quoi? Même si la CENI a la neutralité, eh bien, il faut s'attendre toujours à ce que l'opposition puisse être contre la CENI. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, il faut être Dieu, il faut être, je sais pas, il faut être Jésus pour être président de la CENI. C'est pas pour que tout le monde puisse y adhérer. C'est un peu ça, la grande équation. Ok, monsieur le président, si vous ne voyez pas qu'il y a un problème d'hommes et non des institutions, je peux dire quoi, l'opposition n'a pas seulement le problème avec la CENI, soit des manques de confiance, mais maintenant c'est un problème d'hommes. C'était avec l'abbé Malouman que son âme repose en paix et ça a créé des problèmes. Les résultats a été contesté. Et avec l'homme dédié encore, Boy Mulunda, la même chose. Et maintenant là, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle bat le record encore aux élections? Le Cornenan et son équipe sera toujours de mauvaise volonté, mauvaise foi ou comment? Monsieur le journaliste, j'ai aimé lorsque vous avez commencé. Est-ce que vous avez dit, monsieur le président, est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est un problème d'institution? Mais à moi de vous demander, est-ce qu'il y a des institutions sans hommes? Il n'y a pas d'institution sans hommes. Il n'y a pas d'institution sans hommes. Lorsqu'il y a une institution, eh bien, on doit mettre les hommes pour animer ces institutions. Mais ces hommes sont ce qu'ils sont. Qui peut dire qui peut me donner un homme qui soit saint? Monsieur le président, mais il y a un adage qui nous dit qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Bon, là, je vous comprends quand même. Ouais. Mais passons maintenant à autre chose. Chers téléspectateurs, excusez-moi peut-être le terme et internautes. Maintenant, quand même, vous suivez et vous voyez comment le président de la CCI parle au nom de la majorité présidentielle et ses avis à lui. Il ne parle pas seulement parce qu'il est de la majorité présidentielle, mais il parle parce que ses avis à lui. En tant que Congolais aussi, je peux dire encore qu'un leader d'opinion, parce que derrière lui, la CCI, c'est un grand parti implanté partout en République démocratique du Congo et surtout aussi dans son contrée là, dans le Kwilu. Vous voyez, la CCI est là. Et voilà, un peu à l'Idiofa, bon, voilà, dans son fief d'ailleurs, à l'Idiofa. Voilà, la CCI est partout quand même. Et c'est pourquoi je suis maintenant aujourd'hui avec lui. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a aussi une question qui me reste encore avec la CENI ou bien la machine à voter? La certification pose problème. Pourquoi? La certification de la machine. À quel niveau? Au niveau de la certification, cela veut dire
l'opposition, la société civile, l'église catholique, la CNCO plutôt, ont demandé si on peut certifier la machine. Tous les matériaux plutôt qui vont servir aux élections, pour la vote. Donc cela veut dire les experts, la fabrication, des normes, tout comme ça. Est-ce que ça va aider à la tricherie ou ça ne va pas aider à la tricherie? Est-ce qu'il y a tant de questions là? J'ignore cette question quant à la certification de ces machines. Donc, moi je crois que on ne peut pas, un grand pays comme celui-ci ne peut pas, à ce niveau ici, commander des machines, faire la commande et à quelques mois qu'on nous dise qu'il y a refus de certification. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, monsieur le Président, est-ce que la situation actuelle de notre pays, surtout la situation sociale, ne va pas bloquer le financement des élections? La situation sociale? Oui. Les fonctionnaires déclarent la majoration de leur salaire, les taux bougent chaque jour, changent, je peux dire. Et les transports, les carburants, parlons aussi de l'insécurité de gauche à droite. Et maintenant, là. Notre budget a été voté. Il y a un budget qui a été réservé pour financer les élections. Et les élections sont en grande partie financées par le gouvernement de la RDC. Eh bien, étant donné qu'il y a un budget approprié pour ces opérations des élections, pour financer les élections, je ne pense pas. Il ne faut pas faire les deux choses, sociales et puis élection. Élection, c'est autre chose. Social, ça aussi, c'est une autre chose. Moi, je ne pense pas que ça puisse bloquer, les sociales puissent bloquer les élections. Vous savez, tant que le gouvernement, tant que la population, là, dans son ensemble, dans sa majorité, tient à aller aux élections, parce que comme tout le monde parle peuple, alors il faut qu'à un moment donné, que ce peuple-là aille aux élections. Chers internautes, nous continuons toujours notre émission, nous poursuivons les étapes avec notre président. Le président, pour le rappel encore que M. Mouswanza, c'est le président d'un parti politique membre de la majorité présidentielle, la CCI, la Convention des Congolais Unis. Il est toujours avec nous. Nous continuons maintenant. Monsieur le Président, nous voulons maintenant parler de la diplomatie. Les présidents africains se présentent à Kinshasa, ils viennent, ils passent. Est-ce qu'ils viennent pour soutenir leurs homologues, collègues, soit ils viennent pour un message de déposer ou bien d'aller aux élections, comme le dit la Constitution? Messieurs les journalistes, je ne sais pas à qui vous faites allusion. Je sais tout simplement que le président Ali Bongo a été ici à Kinshasa. Le président angolais a été à Kinshasa. Le président Sassou du Congo en face était ici à Kinshasa. Et dernièrement, le président zimbabwéen. Voilà, le récent président zimbabwéen. Alors, je crois que c'est de cela que tu fais allusion. Oui. Alors, commençons d'abord par le président Ali Bongo. Vous savez, à moins que je me trompe, le président Ali Bongo est le président en exercice de la CEEC, c'est-à-dire Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ok? Oui. Alors, il est président en exercice et moi, je sais que le président Ali Bongo est venu se concerter avec le président Kabila dans le cadre de prochaines assises qui auront lieu au Gabon, et dont tout le monde connaît, sur la gestion du bassin du Congo, c'est-à-dire les affaires des forêts, les affaires de l'eau, tout ça. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Il est tout à fait normal, il est tout à fait indiqué qu'un président d'exercice vienne consulter les pays membres
pour se concerter pour ces prochaines assises qui se tiendront au Gabon. Alors, en connaître plus, je ne pense pas, parce que je sais que beaucoup de gens font des commentaires un peu, en voyant beaucoup de chefs d'État venir ici en RDC. Alors, vous parlez l'Angola, vous parlez du président Sassou qui dernièrement était ici. Là encore, vous savez, c'est vrai, il y a des accords sécuritaires qui existent entre les trois pays. Il y a des problèmes sécuritaires qui doivent être résolus et c'est tout à fait normal que les uns consultent les autres consultent les uns. Donc dans le cadre de ces accords, je ne sais pas, vous savez, il y a un pasteur congolais là, Congo en face, qui fait parfois des problèmes. Un pasteur, et voilà, quelque chose comme ça là. Donc, mais ça bouge la sécurité du Congo en face. Et c'est tout à fait normal. Il y a aussi les problèmes de sécurité qui ne manquent pas en RDC. Vous suivez à l'Est, vous suivez un peu partout là. Et en Angola, il y a également aussi des problèmes. Donc c'est tout à fait normal. Il faut voir ça comme des problèmes naturels des chefs d'État lorsqu'ils doivent veiller, disons, à la sécurité. Nous voyons, après le passage de quelques présidents africains en RDC, Guterres et Moussa Faki s'annoncent déjà pour Kinshasa. Est-ce que c'est pour les sanctions ou bien c'est pour soutenir la RDC et le président Kabila? Quelle analyse faites-vous? Bon, je crois que c'est trop prématuré. C'est trop prématuré de pouvoir faire une analyse là-dessus. Mais je crois que ils seront les mieux venus qui viennent et on pourra savoir le contenu de leur déplacement. Mais en faire un commentaire déjà là-dessus, c'est un peu trop prématuré. La RDC, une grande nation, maintenant devant Botswana, le président de la RDC et la RDC maintenant c'est dit quoi devant Botswana? Parce que là, le Botswana désavoue Kabila, ou soit le Botswana est en train d'imposer sur la RDC. Rappelons aussi que le Botswana était l'un des accompagnateurs, donc la nation qui avait accompagné la RDC à Sun City. Et maintenant, que pensez-vous? Oui, les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes sont bien différents s'agissant de Botswana. Je crois qu'à l'époque, Sun City, parce que vous en parlez, je crois que Ezalaki, le président Massir, bon, actuellement, c'était notre président. Je crois qu'entre les deux, il y a une différence. Massiré et puis l'autre. Bon. Mais de toutes les façons, ce que vous devez savoir, c'est ceci. Toutes les guerres, faites na Congo, c'est toujours autour des minéraux. Il faut y bango. Et ça sera toujours autour, il y a minéraux. Alors pour l'instant, je vous dis que la RDC, n'est-ce pas, la RDC, dont Kabila est le chef de l'État, est en train de réviser le code minier. Vous comprenez? La RDC est en train de réviser le code minier et cette révision du code minier est favorable à la RDC parce qu'il y aura des pourcentages qui vont augmenter et ça sera pour l'intérêt de la RDC. Bénéfique pour la... Voilà, c'est bénéfique pour la RDC. Alors, ce code minier en préparation. Alors vous voyez déjà que ça doit bouger le monde des miniers. Ça bouge le monde des miniers. Et je dois vous le dire que siège à minier Mingezana à Botswana. Vous comprenez quelque chose? Oui, je comprends bien. Voilà. Ezana Botswana. Donc ne soyez pas surpris. Moi, na Congo, à la surprise. Biso tozo luka minéré na biso et mata tozo fait intérêt. Na banza oyoki na
na États-Unis. Hein? Donc, Bazako Matissa, taxe, il y a importation, il y a bah, minerai, hein, disons, il y a acier, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, déjà, Europe, ça a déjà contré, donc non, tout ça, bah, c'est périté. Alors, vous comprenez que le Congo, tant que le pays a jali kolinga ko bouger, hein, bah minier, bah c'est pélaté, ils sont pas du tout contents. Alors, siège na bango mingi et na Botswana. Donc, allez-y et comprendre quelque chose. Voilà. Ok, merci Président Moussonza. Mais par rapport, mais je voudrais ajouter quelque chose. Ok, vas-y, mettez. Par rapport à la position de Botswana, Ok. donc vous avez évoqué, le ministre des Affaires étrangères a déjà répondu. Donc on va répondre à cette histoire, à sa position. Donc la position de la RDC sera communiquée par Ministre, la RDC, en tout ce qui concerne les marches aujourd'hui, que pensez-vous? Est-ce que les marches peuvent apporter quelque chose à la nation par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser? Ou bien ça nous fait encore reculer ou bien ça nous fait avancer? Bon, le marche en soi, les marches, c'est pas une mauvaise chose, ça il faut se le dire. Les marches peuvent toujours apporter quelque chose. Les marches, c'est une façon de s'exprimer. Mais pour le cas actuel, ces marches sont instrumentalisées. Et lorsque on instrumentalise à dessein, eh bien, on constate toujours qu'il y a du dégât. Des dégâts. Et ces dégâts ne profitent pas à notre peuple. Vous voyez, lorsqu'il y a marche, eh bien, les personnes instrumentalisées vont, ils cassent, ils pillent, ils font n'importe quoi au nom d'une certaine liberté. Ce qui n'est pas une liberté comme telle, mais c'est vraiment de libertinage. Est-ce qu'il faut encourager cela? C'est comme ça que nous disons que le marche, lorsqu'ils sont instrumentalisés, lorsque ces marches, on ne connaît pas de vraie motivation, lorsque ces marches n'obéissent pas à certaines règles sécuritaires, certaines règles selon la loi, eh bien, ces marches ne peuvent rien apporter parce que de l'autre côté, on dira non. Et lorsqu'on dit non, et d'ailleurs, souvent ces marches, par rapport à la loi, on dit non, mais qu'est-ce que vous constatez? Quand on dit non, les marches se tiennent. Et conséquence, c'est mort d'homme, conséquence, c'est destruction méchante, et c'est pourquoi moi je dis, il faut d'autres méthodes, mais pas de marche. Pourquoi on ne dirait pas, par exemple, la grève de la faim? On dit, par exemple, voilà, nous, hommes politiques de l'opposition, nous, jeunes de tel parti, eh bien, lundi, mardi, mercredi, ou par exemple toute une semaine, on ne va pas manger, on ne va pas boire. Par exemple. Et vous verrez par exemple tel opposant X refuser à manger parce que cela, et tel parti dire non, on ne mange pas. Mais finalement, le pouvoir, quand il va voir que Batu Oyo, Baboy Kolia, Baboy Komela, mais ce mais ça problème. C'est aussi, on peut faire ça aussi. Pourquoi ne pas envisager? Il faut innover. Il faut innover. Voilà. Ok. Merci, Monsieur le Président. Et quelque part aussi, des marches, des manifestations, il y a des résultats, ou bien il y a des conséquences, il y a des retombées. Maintenant, nous venons de suivre. Nous tous, nous connaissons l'histoire et la réalité qui se passe dans notre pays. Et il y a des tueries. On peut dire ça, si on peut me permettre. Est-ce que vous pouvez nous parler, selon les analyses, et à vous en tant qu'intellectuel, qui a tué aussi? Un activiste qui était à Lemba le dimanche passé par rapport aux événements de la marche. Je déplore
cette perte en vies humaines. Et ça m'avait attristé. Ça m'avait profondément attristé que une vie qui se perd comme ça. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais qui a tué? Je crois que selon ce que je sais, il y a eu une balle. Ça doit être certainement une balle perdue. qui